Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. C'est une phrase courte, brutale, presque une énigme. Oui, elle est percutante. Elle est tirée d'un livre qui a vraiment fait l'effet d'une bombe en 1967, La Société du spectacle de Guy Debord. Et en fait, en se plongeant dans les sources, on réalise que ce livre, c'est pas tant une critique de la télé ou de la pub de l'époque, Non, pas du tout. que finalement un manuel pour comprendre notre propre cerveau à l'ère d'Instagram et de TikTok. Debord y a imaginé, avec une lucidité qui est terrifiante, une société où toute l'expérience vécue, la vie réelle quoi, s'est transformée en une simple représentation. Un monde où l'apparence a dévoré l'être, comme vous disiez. Exactement. Notre discussion aujourd'hui, c'est justement de voir à quel point cette analyse, qui a plus d'un demi-siècle, reste pertinente. Ah oui, complètement. On va essayer de décomposer les concepts clés de Debord, mais pas comme un cours de philo, plutôt pour les connecter à notre quotidien. Donner une grille de lecture en quelque sorte. Voilà, un outil pour décrypter cette saturation d'images dans laquelle on vit. En restant fidèle au texte, on va essayer de comprendre les mécanismes de ce que Debord appelle une véritable dépossession du réel. D'accord, alors plongeons dedans. Le mot central, c'est spectacle. Spontanément, ça me fait penser au cinéma, au théâtre, Mhm, aux grands événements. mhm. Mais j'ai l'impression que pour Debord, c'est beaucoup plus vaste que ça. Plus insidieux. Exactement. C'est le premier piège à éviter. Le livre le dit très clairement. Le spectacle, ce n'est pas simplement un ensemble d'images. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. D'accord. C'est un rapport social entre des personnes, mais qui passe désormais obligatoirement par des images. La fonction de l'image a changé. Elle n'est plus un reflet. Non, elle est devenue la nouvelle réalité. Debord utilise ce terme de pseudo-monde, qui vient se superposer à l'ancien, le monde réel, et qui finit par le masquer. Attendez, un rapport social médiatisé par des images. Pour que ce soit concret, ça veut dire que le spectacle, c'est pas tant la photo de vacances sur les réseaux, Non. mais plutôt le fait que mon amitié avec quelqu'un se nourrit, se valide en regardant ses photos et en attendant ses likes. Notre lien passe par l'image. C'est une parfaite illustration contemporaine. Le spectacle, c'est ce filtre permanent. C'est l'inversion dont parle la phrase du début. La vie authentique, l'expérience directe, le café qu'on partage sans le photographier. Ça devient secondaire. Ce qui compte, c'est la représentation. C'est ça. Le livre dit que le spectacle n'est pas une décoration ajoutée au monde réel. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Il est devenu le modèle de ce qu'une vie réussie est censée être. Oui, mais là, on peut se dire que c'est un peu extrême. Parler d'aliénation, de dépossession. Mhm. Les gens choisissent de participer, de partager ces images. Est-ce que Debord ne sous-estime pas un peu le libre arbitre du spectateur? C'est une excellente question, mais Debord y répond de manière très directe. Il dirait que ce choix est une illusion. Une illusion? Oui. Sa formule est implacable. Plus le spectateur contemple, moins il vit. Plus on accepte de se reconnaître dans les modèles de vie de bonheur qu'on nous montre en permanence, moins on est capable de comprendre son propre désir, sa propre existence. Donc nos gestes, nos goûts. Ils ne nous appartiennent plus vraiment en propre. Ils sont le reflet d'un catalogue d'images dominants. C'est ça la dépossession. On finit par vivre la vie d'un autre, celle que l'image nous représente. D'accord, je vois mieux la dimension sociale. Mais Debord va plus loin, il lie ça directement à l'économie. Et j'avoue que ce lien, il me paraît pas si évident au premier abord. Ah oui? Comment est-ce que la pub pour une voiture ou un smartphone me dépossède de ma propre vie? Parce que, selon lui, le spectacle est l'aboutissement logique du capitalisme. Le livre décrit une évolution en 3 temps, des valeurs de la société. On serait passé de l'importance de l'être, dans les sociétés traditionnelles, Ok. à l'importance de l'avoir avec la révolution industrielle, et l'étape ultime, la nôtre, c'est le passage de l'avoir au paraître. Là, on touche à quelque chose de fondamental. Et c'est hallucinant de prescience pour 1967. C'est littéralement la description de la culture des influenceurs 40 ans avant. Absolument. L'important, c'est plus d'avoir la montre de luxe, mais de poster la photo de la montre. L'objet ne vaut plus pour son usage, mais pour l'image qu'il projette. C'est vertigineux. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient une des formules les plus percutantes du livre. Le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. Expliquez-nous ça. L'idée, c'est que la richesse est devenue tellement immense, tellement omniprésente, qu'elle ne pouvait plus rester abstraite, dans des bilans comptables. Elle a dû se rendre visible, se matérialiser en images désirables. Donc la richesse aujourd'hui, c'est le logo sur un sac, le design d'un téléphone. Exactement. Le style de vie vendu dans une publicité. Ce n'est plus un chiffre sur un compte.
Et ça débouche sur un concept que j'ai trouvé incroyable en lisant les notes, la survie augmentée. Ah oui, Ça sonne comme un terme de jeu vidéo, mais c'est bien plus profond. c'est une expression géniale. La survie augmentée. C'est l'idée qu'on ne vit plus simplement. On survit dans une version améliorée par la consommation. D'accord. Le système ne cherche plus à satisfaire nos besoins fondamentaux, se loger, se nourrir, mais à vendre des suppléments d'âme, des illusions. Pensez au café à 5 €. Ah oui? On ne l'achète pas pour la caféine, on achète l'expérience, le gobelet avec le logo, la photo qu'on va pouvoir en faire, le sentiment d'appartenir à une certaine tribu. La boisson est presque secondaire. Voilà, c'est ça. La survie augmentée. La vie de base, mais avec des add-ons payants qui sont purement de l'image. C'est un cercle vicieux. Parce que pour se payer cette survie augmentée, il faut travailler. Et le livre a une analyse assez cynique là-dessus, notamment sur l'automatisation. Oui, c'est un point clé. Debord observe que les progrès techniques, comme l'automatisation, pourraient objectivement nous libérer du temps de travail. On pourrait travailler moins et vivre plus. Oui, mais ça, ce serait la fin du système marchand. Alors, pour préserver la logique de consommation, on invente de nouveaux emplois. Surtout dans les services, dont le but principal est de gérer, célébrer, administrer la circulation des marchandises. On conserve le travail, non pas parce qu'il est nécessaire, Mais parce qu'il est le fondement qui nous oblige à rester dans le cycle production-consommation. Il faut continuer à travailler pour pouvoir continuer à acheter des illusions. et ce qui est fou, c'est que ce modèle s'est exporté partout. On a l'impression que le spectacle a unifié le monde. Mhm, Qu'on soit à Paris, New York ou Tokyo, on voit les mêmes pubs, on désire les mêmes marques. Mais le livre nous met en garde contre cette idée d'unité, n'est-ce pas? tout à fait. Il soutient que c'est une fausse unité. Une unité construite sur une séparation bien réelle. Le spectacle nous unit dans la contemplation passive des mêmes images, mais il nous sépare dans nos vies concrètes, il nous isole. Et pour maintenir cette illusion d'unité, Il met en scène en permanence de fausses luttes, des oppositions qui sont en fait dérisoires. comme les débats politiques à la télé où deux camps s'affrontent violemment sur des détails alors qu'ils sont d'accord sur le fond. Exactement. Ou les rivalités sportives montées en épingle par les médias, ces conflits de façade masquent la condition commune à tous, l'aliénation, la solitude. L'unité dans l'apparence, la division dans le réel. C'est ça. Et historiquement, Debord distinguait deux grandes formes de ce spectacle. D'un côté, le spectaculaire concentré, C'est-à-dire? celui des régimes autoritaires comme l'URSS ou la Chine de Mao. Tout est centré sur le culte d'un chef, une idéologie unique. Et de l'autre, le nôtre, le spectaculaire diffuse. C'est ça. Celui des démocraties libérales. Précisément. Le diffus, c'est le règne de la marchandise. Il n'y a pas une seule image, mais une concurrence permanente entre des milliers d'images, les marques, les produits, les célébrités. On a l'illusion du choix. Voilà, on peut choisir entre Coca et Pepsi, entre deux candidats quasi identiques. Mais ce que Debord a vu venir, et qu'il a théorisé plus tard, c'est que ces deux formes allaient fusionner, En quoi? en ce qu'il a appelé le spectaculaire intégré. C'est le monde d'aujourd'hui. Un contrôle qui est à la fois économique, le marché mondialisé, et policier, la surveillance. D'accord. L'illusion de choix du diffus est maintenue, mais la logique de contrôle totalitaire du concentré s'applique partout. Le choix entre deux sodas masque le fait qu'on n'a pas le choix de vivre hors de la logique marchande. La perception est formatée pour que cette réalité nous semble la seule possible. C'est une vision totale. Ça touche nos relations, l'économie, la politique. Et si j'ai bien compris, Debord va jusqu'à dire que le spectacle a colonisé notre rapport au temps. Ça, c'est peut-être l'idée la plus fascinante. C'est le sommet de son analyse. Il explique que notre temps a été volé et transformé en marchandise. D'un côté, il y a le temps de la production, le temps marchandise. Le temps du travail. Oui, abstrait, linéaire, découpé en heures, en minutes. Un temps qui n'a de valeur que parce qu'il produit des marchandises. Le fameux métro-boulot-dodo. Voilà. Et de l'autre côté, pour la consommation, ce temps nous est rendu, mais sous une forme dégradée, falsifiée. C'est ce qu'il nomme le temps pseudo-cyclique. C'est-à-dire? Ce ne sont plus les cycles naturels de la vie. Les saisons, ce sont les cycles artificiels de la consommation. La semaine rythmée par le travail et le week-end. L'année rythmée par les soldes, le Black Friday, les vacances. Donc même nos moments de liberté, le week-end, les vacances, ce ne sont que des moments planifiés par le système pour qu'on puisse consommer? Et se régénérer avant de retourner travailler. Ce ne sont pas de vraies pauses, mais des arrêts au stand prévus par le calendrier commercial. C'est l'idée. Et ça mène à une autre formule terrible du livre. Notre époque, qui met en scène tant de loisirs, est en réalité une époque sans fête. Sans fête. Oui, car les vraies fêtes, historiquement,
C'était des moments de rupture, de communauté intense. Aujourd'hui, nos fêtes sont des produits. Le Nouvel An est un produit marketing. Les vacances sont un package touristique. Ça me fait réfléchir. Quand on planifie un voyage, on passe un temps fou à chercher les lieux incontournables, les restos instagrammables. Mhm. On construit un itinéraire pour produire les bonnes images. Et parfois, l'expérience réelle du moment, le fait d'être juste là, devient presque secondaire par rapport à la nécessité de le capturer. On vit ses vacances à travers l'objectif de son téléphone. C'est ça une vie plus réellement spectaculaire. C'est une incarnation parfaite de cette idée. Et la conséquence ultime de ça, c'est la paralysie de l'histoire, l'effacement de la mémoire. Notre vie individuelle vécue au jour le jour n'a plus vraiment d'histoire propre. Elle est remplacée. Par la fausse mémoire du spectacle. Une succession de pseudo-événements médiatiques, un scandale politique, une Coupe du Monde. On se souvient mieux de ce qu'on a vu à l'écran que de ce qu'on a réellement vécu. C'est une pensée assez sombre. Alors, si on essaye de tout rassembler, la société du spectacle décrirait un monde où l'image n'est plus un outil pour voir le réel, mais un mur qui nous en sépare. C'est ça. Et ce n'est pas un complot, mais la conséquence logique d'une économie qui a eu besoin de coloniser toute la vie sociale. La séparation est partout, entre le travailleur et son produit, entre les gens devant leurs écrans, et finalement, entre chacun de nous et sa propre vie. C'est une excellente synthèse. La grande force de cette théorie, c'est de fournir un concept unique, le spectacle, pour expliquer des phénomènes qui semblent très différents. La consommation, la célébrité, L'urbanisme, l'appauvrissement du débat politique, et même cette sensation que notre temps nous échappe. La critique de Debord est radicale. Il ne propose pas d'améliorer le spectacle, de faire une meilleure télé-réalité. Il appelle à sa destruction. par la réappropriation de la vie vécue et la restauration d'un dialogue authentique entre les gens contre la contemplation passive. Le livre s'achève quand même sur une note d'espoir, même si elle est abstraite. Il dit que, pour dépasser le spectacle, la classe qui produit matériellement le monde doit reprendre le contrôle de son propre temps, de sa propre histoire. Oui, j'ai cette phrase magnifique. Le monde possède déjà le rêve d'un temps dont il doit maintenant posséder la conscience pour le vivre réellement. Mais ça soulève une question vertigineuse pour nous aujourd'hui. Si le spectacle est cette machine qui absorbe tout et le transforme en image, à quoi pourrait ressembler une action, une parole qui lui échapperait vraiment ? Comment construire un moment de vie authentique dans un monde qui semble programmé pour le transformer instantanément en une nouvelle représentation, un post, une story à consommer ?